Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au Sables d'Olonne en Vendée pour vous faire vivre en direct le départ de la Golden Globe Race 2018 de la Normandie à la Bretagne en passant par les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. François, vous faisons vivre cet événement exceptionnel, un événement mythique que cette Golden Globe Race, même si elle n'est pas forcément très connue. On va en parler, on va tout vous expliquer sur cette course en compagnie notamment de notre consultant aujourd'hui, Bertrand de Broc. Bonjour. Bonjour. Skipper, navigateur, 4 Vendée Globe à son actif, de nombreux solitaires du Figaro, aventurier dans l'âme aussi, comme ces navigateurs. Pour faire le Vendée Globe, déjà, il faut être un peu aventurier parce qu'on s'aventure, surtout les premiers auxquels j'ai participé. On partait quand même avec un grand A à l'aventure, on ne savait pas trop où on allait. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on est rassuré. Et eux aussi le sont parce que cette aventure a eu lieu déjà. Je ne dirais pas que le parcours est tracé, mais après c'est une question de durée, quoi. C'est 8 mois en mer tout seul, il faut le préparer, il faut être bien prêt. Et tout ça, n'importe qui peut pas le faire. Ça tombe bien, vous parliez du parcours, on va le regarder ensemble, puisqu'on parle souvent d'un parcours un peu similaire à celui du Vendée Globe. C'est vrai qu'il y a le passage notamment à Détroit Cap, un départ et une arrivée au Sables d'Olonne ici en Vendée. En revanche, ils ne vont pas tous ces bateaux beaucoup au sud par rapport à vous, par rapport à ceux du Vendée Globe. Oui, ils ont une route, de toute façon, automatiquement, ils ont des points de passage, maintenant avec la porte des glaces, pour être un peu plus en sécurité, je dirais. Et puis voilà, avec ces bateaux, je pense que c'est bien de leur tracer quand même une route avant et pas obliger, disons, les Australiens, les Néo-Z à les récupérer parce que ça peut arriver. Hein. Il y a des glaces, ils peuvent heurter des glaces, ils n'ont pas forcément des systèmes comme on peut avoir sur les IMOCA de repérage. Donc voilà, je pense que la route est bien et puis voilà, ils ont tous la même route à faire, à peu près. Hein, à peu près la même route à faire et puis... 30 000 milles de parcours, en 33 000 milles, ça fait quand même pas loin de 55 000 km quand même. C'est beaucoup de routes à 5-6 nœuds de moyenne, donc ça fait 8 mois et quelques, entre 8 mois et plus. Hein. Je dirais pour les premiers, on peut les attendre au Sables d'Olonne début mi-février. Quoi. Oui, c'est vrai que par rapport au Vendée Globe, quand on voit que le dernier a mis moins de 80 jours à parcourir ce tour du monde, c'est vrai que la différence, elle se situe surtout sur le fait qu'il y a d'abord aucune technologie à bord de ces bateaux qui vont prendre le départ de cette Golden Globe Race. On va le voir, bien naviguer au sextant, à la carte, vraiment céder des étoiles du ciel, c'est complètement différent. Et puis il y a le poids, les bateaux font entre 10 et 12 mètres, il y a le poids de ce qu'on peut embarquer, ils n'ont pas de désalinisateur, donc c'est que de la conserve. Donc ils vont embarquer l'eau, certains font jusqu'à 400, 450 litres, 500 litres d'eau. Donc on a tout de suite une tonne en plus, donc les bateaux s'enfoncent forcément et ils vont marcher, disons, de plus en plus vite au fur et à mesure du déballastage de la nourriture. Donc ils vont arriver ici 10 cm plus haut les bateaux. Bon, c'est ce qu'on va voir évidemment. On va vous parler dans quelques instants des navigateurs et navigatrices puisqu'il y a une femme sur l'ensemble de la flotte. Mais tout de suite, regardez justement les spécificités de la course. Une photo de famille pour un hommage en guise d'anniversaire. 50 ans après, le Golden Globe Challenge devient la Golden Globe Race, un prétexte à revenir aux sources de la navigation. Ce défi, relevé par 18 marins dont une femme, se court sur des bateaux de 32 à 36 pieds, soit environ 9 à 11 mètres. Des bateaux disparates issus des années 70 à 80, remis au goût du jour mais privés de toute la technologie qui facilite les déplacements en mer. Pour ces marins solitaires, le parcours est simple. Départ des Sables d'Olonne et retour aux Sables d'Olonne. Une circumnavigation d'environ 30 000 milles marins, quelques 55 000 km en passant par les caps de référence que sont Bonne-Espérance, Lewin et Horn. Il y a 50 ans, le premier marin avait mis 313 jours pour boucler ce Golden Globe Challenge. Aujourd'hui, le vainqueur pourrait gagner 50 jours sur ce temps de référence. Retour ici donc en direct des Sables d'Olonne en Vendée avec Bertrand de Broc. On le voyait justement par rapport à la spécificité de la course. D'abord, c'est une course qui est originelle puisqu'il y a 50 ans, elle s'est courue en 1968 avec 9 skippers, 9 navigateurs au départ. C'est quelque chose que vous avez connu à l'époque, ça vous tentait ça? On est à l'antenne. J'ai connu ça, oui, un petit vous peu. Oui, un petit peu, oui, très petit même. Mais non, moi j'étais tenté ici, j'étais là en 89 pour assister au premier départ du Vendée Globe. C'était une autre course quand même, le Vendée Globe. Mais là c'était l'aventure, quoi. Les gens partaient sur une période de 2 ou 3 mois, ils partaient quand ils voulaient.
Et puis voilà, il y a eu toutes ces histoires qu'on connaît. Forcément, quelqu'un qui part 8 mois, 8, 9 mois, 10 mois, pour certains, ça va être même beaucoup plus long. S'ils ont des problèmes techniques, il faut quand même ramener le bateau au port, ici, au Sable d'Olonne. Donc il va se passer beaucoup de choses. Et puis forcément, on ne revient pas forcément, c'est pas la même personne qui revient après 8 mois, 10 mois de solitude comme ça. C'est différent d'un Vendée Globe parce que c'est deux courses complètement différentes. Au Vendée Globe, on a le téléphone, c'est un coup de blues, on appelle maman. La famille. Voilà, tout va bien. Là, c'est impossible, là, hein, on le rappelle. Ouais, là, ils sont coupés de tout. Donc, ils ont le droit à se faire appeler par les organisateurs une fois par semaine. Mais après, je dirais pas que c'est comme à l'époque où Matossier était au lance-pierre pour envoyer des messages sur les cargos. Il passait pas des cargos, il balançait des messages. Alors que là, on voit le bateau de VDH hein, qui passe justement. Non, mais là, aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus sécurité, un petit peu plus suivi de l'extérieur déjà. Donc, l'affaire, on dirait que l'affaire est un peu sous contrôle, mais ça n'empêche pas la solitude entre 8 et 9 mois. Et 9 mois de solitude qui sont quand même pas faciles. Alors les 17 bateaux, vous le voyez, eh bien, inévitablement sont sortis hein, du chenal depuis ce matin, 9h30 précise, des pontons de Port-Olona. On le disait, c'est une course alors mythique parce qu'elle a eu lieu déjà en 1968, peu connue, peu médiatique finalement. C'est Bernard Moitessier hein, qui l'a fait vraiment connaître avec un livre, avec également eh bien, un documentaire hein, sur sa course. Moitessier, c'est une légende pour vous parce qu'on a vraiment la sensation que pour les marins, c'en est une. Bon, on l'a aussi beaucoup connu pour ne pas rejoindre la ligne d'arrivée. Hein, il a fait demi-tour à la hauteur du cap de Bonne-Espérance. Il dit tiens, j'y vais pas, je remonte. Et puis il a continué sur Tahiti et il a continué. C'était un peu sa légende de dire voilà, non, je vais pas. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver aussi sur des épreuves comme ça que quelqu'un dit bon voilà, je continue ma route. Le côté sportif lui importait peu finalement. On va le voir. Non, mais il y a quand même, pour certains, je dirais, il y a quand même des compétiteurs, Jean-Luc Vandened, Philippe Péché et d'autres que je connais, pour ces deux-là que je connais mieux. Ils y vont quand même pour quelque part, comme dit VDH, d'abord je vais finir, comme on dit au Vendée Globe. Déjà finir la course. Parce qu'il faut un tour du monde, on essaye d'abord de le finir et puis d'aller vite quand même, de se faire plaisir, de régler son bateau correctement, de faire des bonnes options. Voilà, on en parlera tout à l'heure des options parce que les options là c'est le sextant, c'est pas de météo à bord, il faut se débrouiller, il faut retracer ses cartes soi-même, il faut faire plein de choses soi-même et c'est vrai quelque part c'est aussi très intéressant d'essayer de recréer le système météorologique autour de soi parce qu'il faut se débrouiller tout seul. C'est vrai que c'est ça, c'est pas évident. Là, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément eh bien, la course de 1968, regardez un petit peu la légende Moitessier. Dans les années 60, à l'époque où la mer n'est encore que voyage et aventure, Bernard Moitessier est de ceux qui pensent que le seul défi maritime à relever est le suivant. Un homme, un bateau et le tour du monde sans escale et sans assistance extérieure. En 1968, le journal britannique Sunday Times organise le Golden Globe Challenge. Bernard Moitessier prend le départ de cette course le 22 août à bord de son Joshua et rapidement, la compétition perd son sens. Vous entendez? C'est le bruit de la mer. Ça fait des mois et des mois que je l'écoute et ça me suffit. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Alors qu'il est annoncé en vainqueur, il envoie ce message à terre. Cher Robert, le Horn a été arrondi le 5 février et nous sommes le 18 mars. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer et peut-être aussi pour sauver mon âme. Après 10 mois passés en mer, son périple s'arrête en Polynésie. Le marin prend la plume et raconte la longue route, l'un des plus beaux récits maritimes. Une circumnavigation qui deviendra une destinée. De son enfance en Indochine, il gardera le goût de la découverte, mais aussi des blessures de la guerre. Authentique oiseau du large, il choisit la liberté et fascine les gens de mer.
plusieurs fois de suite, il va perdre ses bateaux, donc il va tout perdre. À la fois son bateau, qui est quelque chose de très proche et de très important, tout son argent, tous ses espoirs, tout ce qu'il était en train de mettre en route. Et il a cette capacité extraordinaire de s'accrocher à la vie, de refaire des projets, de remobiliser des gens autour de lui et d'exister à nouveau. Mon monde à moi, ça n'est pas la société moderne, ça n'est pas cette société de consommation, ça je ne marche pas, je ne marcherai jamais pour ce truc-là. Utopique pour certains, plein de bon sens pour d'autres, jusqu'au bout, Bernard Moitessier cherchera à être sincère avec lui-même. Le 16 juin 1994, un méchant cancer envoie Bernard Moitessier sous un autre tropique. Encore aujourd'hui, le marin écrivain est pour beaucoup une philosophie de vie. Allez, ciao. Ciao. Allez, pour parler justement de Bernard Moitessier, on va accueillir quelqu'un qui l'a très bien connu, hein, c'est Thierry d'Alberto qui va nous faire le plaisir de venir avec nous. On le disait d'ailleurs, écrivain de la mer. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors on peut déjà présenter l'ouvrage qui est avec moi. Joshua, histoire d'un voilier mythique. D'abord, dites-nous, Bernard Moitessier, comment vous l'avez connu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis le plus ancien passager de Joshua encore en vie. En 62, donc le premier voyage de Joshua, première école de croisière, je faisais du bateau stop, petit scout marin, je savais bien mateloter, réparer les cordages et donc je me faisais embarquer sur plein de yachts. J'ai fait toute la Méditerranée comme ça avec plein de cordages à réparer. Et puis il y a un yacht anglais qui m'a laissé à Girolate en Corse et à Girolate j'ai vu arriver Joshua, qui était déjà un bateau extraordinaire. Sortir de Joshua presque en courant, si j'ose dire, avec le you-you, 7 personnes qui se sont jetées au restaurant sur tout ce qu'il y avait à bouffer. Les langoustes à l'époque faisaient une cinquantaine de centimètres de long. Bernard ne savait pas faire la cuisine et aucun de ces 6 passagers ne savait non plus. Et c'était effroyable. Le dernier repas qu'ils avaient fait, c'était une demi-flûte molle garnie à l'intérieur de raviolis qui sortaient directement de la boîte. Et puis en quelques minutes, Bernard m'a embarqué comme cuistot et je suis resté 3 semaines. J'ai pris mon quart comme tout le monde. J'ai fait la cuisine et en 3 semaines, Bernard m'a appris beaucoup plus qu'en 3 stages d'Aiglé. Et justement, lui aussi, Bernard Moitessier, à la suite de son retour après ce fameux tour du monde, il a raconté son histoire à travers un documentaire, La mer. Je vous propose d'en avoir un petit extrait justement là où il parle d'une fameuse tempête. Nous sommes passés à 5 ou 6 000 dans le nord. Je dis souvent nous, hein, ça c'est Joshua et moi, vous savez, c'est instinctif. Hein. On est tous les deux dans ce coup-là. Hein. Je ne suis pas tout seul et lui non plus n'est pas tout seul. Cette nuit, le coup de vent là, du 3, hein, c'était quelque chose mais de fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. C'était mais extraordinaire. Il y avait le caca d'abord, hein, il y avait la merde, le crachat et tout ça. Hein, et puis le front froid est passé. Toutes les étoiles se sont mises à briller. Il y avait cette lueur dans le sud, la lueur de la banquise. Mais alors, c'était blanc, phosphorescent. On aurait dit qu'on était dans un autre monde. Joshua a donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Je ne l'ai jamais vu dans une telle beauté. On aurait dit comme une flamme phosphorescente qui courait dans cette mer énorme, hein, parce que la mer était vraiment énorme. C'était fantastique. Jamais je n'ai aimé mon bateau comme ce jour-là. Jamais il ne m'a donné autant. La relation de Bernard Moitessier avec Joshua est assez incroyable. Pourquoi il a pas voulu finir cette course et partir vers d'autres cieux? Alors, c'est Françoise Moitessier qui est une très adorable vieille dame aujourd'hui et que je revois régulièrement, qui m'a dit, Bernard, il avait déjà un énorme remords dans sa vie, c'est la mort de son frère. Et elle m'a dit, il fallait pas qu'il en ait un second. Et il était à peu près intimement persuadé que s'il allait, comme il avait dit, ramasser le chèque, piquer le globe et partir sans dire merci, il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. On va l'écouter d'ailleurs, Bernard Moitessier, sur sa décision de ne pas rentrer. On l'écoute. J'ai senti le changement vers le 4e mois.
je sentais, je savais que je n'avais pas envie de revenir. Vous voyez, que ça ne valait pas le coup. Je le sentais. Je ne l'avais pas encore dit. Je n'osais pas le dire, je n'osais pas me le dire à moi-même. Un tour du monde sans escale, ça n'avait jamais été fait. Tout seul, avec tout ce que ça représente, tout ce qu'il y a autour de ce tout seul, vous voyez. La bouffe, la fatigue, la tension nerveuse. Donc, je sentais que je n'avais pas envie de rentrer, que rien ne m'attirait, que les règles du jeu avaient changé. Avant le départ, il n'est pas question de jouer autrement que selon ces règles. Mais ensuite, petit à petit, les règles se sont modifiées en moi. Et il y avait certaines choses qui comptaient au départ et qui ne comptaient plus du tout. Il n'était plus question de rentrer en Europe. Assez incroyable, Bernard Moitessier, hein, le 1968, le Golden Globe Challenge. 50 ans plus tard, est-ce que c'est imaginable, Bertrand De Broek, de voir un navigateur faire ce qu'il a fait? Ah, ça ferait un peu de bruit, imaginez au Vendée Globe, dire à notre partenaire, sponsor, les gens disent en fait je rentre pas. Arriver à la hauteur du Brésil, je vais continuer, je vais refaire la Moitessier. Je ne sais pas si ça passerait bien, mais bon. On n'est pas sur la même philosophie non plus. Non, c'est pas la même chose. Et puis voilà, mais revenir peut-être à des choses, ça fait du bien cette course-là, parce que si on revient à des choses plus classiques, et puis un respect aussi, un grand respect du Tour du Monde quand même, parce que le Tour du Monde, ça se fait pas comme ça se prépare, et puis on a envie d'y aller, de le faire, de le finir, et je trouve que ouais, même moi, ça me fait du bien d'être là et de constater que un Tour du Monde, surtout en 68, et les propos de Bernard Moitessier, c'était un grand respect du Tour du Monde, et aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder ça de près, parce que c'est important quand même, même pour un coureur qui veut s'engager sur le Vendée Globe, sur le Tour du Monde, d'avoir cette connaissance de l'histoire aussi, c'est oui, important. C'est important, et puis c'est un respect aussi, parce que Tour du Monde, voilà, c'est pas la petite balade. On est content, quand même, quelques mois après, on est content d'avoir fait, et moi, c'est vrai que on reparlait à des amis à droite, à gauche, quelque part, on est fiers d'avoir réussi à faire le Tour du Monde en solitaire, quoi. Allez, on a vu évidemment Antoine Couzeau, le Vendéen, et son bateau passer le long du chenal des Sables d'Olonne. Nous sommes ici, on vous le rappelle, en Vendée, en direct pour vous faire vivre le départ de cette Golden Globe Race 2018, ce Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance, comme en 1968, comme ça s'était passé il y a 50 ans. Il fait très chaud ici au Sables d'Olonne. On va prendre un petit peu d'air frais. On va retrouver sur la mer d'ailleurs Olivier Rioux qui doit être avec nous en ce moment même. Olivier, alors ça se passe comment? L'ensemble de la flotte est parti au large? Oui, bonjour Anthony, on est en plein milieu de la flotte. Derrière moi, vous pouvez regarder Henri Van Anen, juste derrière moi, sur son Matmut numéro 8. Les 17 skippers sont sur l'eau en attendant ce fameux départ. Et vous savez qu'un départ pour une course comme celle-ci, vous en parlez tout à l'heure, c'est très spécial comme moment. Presque aussi intense qu'une arrivée. Imaginez, ils vont partir, vous le disiez, 9 mois en solitaire, en autonomie, sans escale, en parfaite autonomie. Ça veut dire que ils vont devoir se nourrir, et l'avitaillement, c'est ce qu'ils ont embarqué à bord pour se nourrir. J'ai croisé quelques marins hier sur les pontons, on en a parlé. Tous ont le même mot à la bouche, il faut dire, pour se nourrir en mer pendant 9 mois, il faut avoir une sacrée dose d'improvisation et de créativité. La base, tous ont embarqué forcément des aliments lyophilisés, plein de conserves, 600 litres d'eau, des cannes à pêche, la meilleure pour pouvoir se nourrir de poissons. Par exemple, Jean-Luc Van Anen, derrière moi, lui a prévu des provisions pour 8 mois, 250 petits déjeuners, 500 entrées, 500 plats de résistance, 500 desserts. Il compte effectuer ce tour du monde en solitaire pendant 250 jours pour effectuer les 30 000 milles de ce tour du monde. Et il prévoit arriver au sable, enfin tous prévoient un retour au Sable d'Olonne au printemps prochain, mi-février, début mars. Olivier, pour les accueillir. On espère en tout cas qu'on pourra vous retrouver assez régulièrement. Vous nous expliquerez un petit peu justement comment va se passer aussi le départ, prévu à midi pile, midi précise, ici au Sable d'Olonne, d'un coup de canon. En tout cas, on voulait aussi voir ensemble l'arrivée du vainqueur du Golden Globe Challenge. C'était en 1968. Donc, on a parlé de Bernard Moitessier qui était deuxième au moment où il a décidé
de filer à l'anglaise, si je puis dire. En temps réel, il était déjà premier quand il a décidé, même s'il était derrière, mais en temps réel, il arrivait largement devant. D'ailleurs, Mais c'était Sir Robin Knox-Johnston Knox Johnston. Ouais, c'est en fait, Sir Robin. Ils partaient pas en même temps, c'est pour Voilà, ça. c'est pour Ils ça, partaient voilà. pas en même temps. Voilà. Mais Sir Robin a signé une très belle photo de Joshua avec marqué Bravo Joshua. Et Sir Robin, Robin, il n'était pas encore Sir à l'époque. Et il a gagné donc cette course. On va l'écouter, on l'a retrouvé d'ailleurs, Sir Robin Knox-Johnston, c'était en Angleterre il y a quelques jours. Il nous expliquait un petit peu quels conseils aussi il pouvait donner à tous ces navigateurs, ces 17 qui vont partir. Les concurrents à l'époque n'étaient pas fous. Ils voulaient simplement quitter toute cette bureaucratie. Ils sont partis de leur travail pour devenir leur propre patron, en prenant leurs propres décisions. Personne pour leur dire quoi faire. Avec du recul, c'est ahurissant. Les bateaux ne coûtaient pas cher, moins qu'un camping-car par exemple. Je pense que c'est une aventure extraordinaire. On revient à l'origine de la navigation. On était les 9 pionniers à vouloir essayer de changer le monde de la voile, parce qu'on avait imaginé le concept d'une course sans escale autour du monde. Et une fois que ça a été fait, qu'on est revenu, on a réalisé que c'était possible. Mais avant de partir, beaucoup de gens pensaient que c'était infaisable, qu'on allait mourir. Ça a certainement changé ma vie, ça, oui. J'étais officier dans la marine marchande et j'ai quitté mon poste quand je suis revenu de mon tour du monde. Depuis, je convoite des bateaux. Mon premier conseil, c'est de rester calme. Très calme. Les 2 premiers jours, tu restes concentré, tu rentres dans ta routine. Et le dernier conseil, c'est de bien prendre soin du bateau et il te le rendra. S'occuper du bateau, le bateau le rendra. Évidemment, Sir Robin Knox-Johnston, octogénaire aujourd'hui, et qui a donc remporté en 1968 le Golden Globe Challenge et qui reparlait donc à ses navigateurs. Alors, en 1968, ils étaient 9 à prendre le départ. On l'a dit, pas tous ensemble, pas au même moment. Mais en tout cas, on avait aussi quelqu'un du coin, quelqu'un de Saint-Mars-sur-Mer, en Loire-Atlantique, qui avait pris le départ, Loïc Fougeron. On a retrouvé aussi un extrait de l'époque, écoutez. Et je voulais faire un gros truc. J'avais vraiment envie de faire un tour du monde, mais un tour du monde à moi, un tour du monde sans m'arrêter. Et lorsque j'ai parlé de cela à Moitessier m'a dit, eh bien écoute, moi j'ai envie de faire la même chose. Confidence pour confidence, j'ai envie de faire la même chose que toi. Je me suis donc fait inscrire à cette course des Sunday Times et nous avons préparé notre bateau, Bernard Moitessier, Joshua, le sien, et puis moi, j'ai préparé Captain Brown. Et la préparation a dû durer quand même un moment, plusieurs semaines. Nous avons partagé nos astuces, nos connaissances, les idées que nous pouvions avoir, parce qu'il fallait tout prévoir, y compris l'imprévisible, puisqu'il n'était pas question de faire escale, de demander de l'aide à qui que ce soit. Je pense que nous sommes partis un jeudi. Et nous étions au mouillage, à portée de voile l'un de l'autre. Et il m'a dit, t'as écouté la météo? Je venais de l'écouter, j'ai dit bien sûr. Il me dit, bon bien, tu as pareil toi vendredi? Je lui dis non, en aucun cas. Il me dit, moi non plus. Les superstitions. Et nous avons appareillé, c'est un temps superbe. Et nous sommes partis ensemble, escortés par de nombreux bateaux, petits bateaux, petites vedettes, bateaux anglais, qui nous ont souhaité bonne chance sur tous les tons. Et puis, petit à petit, les derniers bateaux sont rentrés, nous sommes retrouvés seuls. Bernard était déjà très loin devant moi. Voilà, on vous a expliqué toute l'histoire, l'historique en quelques minutes de ce Golden Globe Challenge. On va remercier Thierry d'Alberto, écrivain de la mer. Comme on dit, merci beaucoup d'être venu participer à ce très joli moment. Et puis on aura l'occasion certainement de vous revoir pour tous ces beaux ouvrages comme Joshua, donc Histoire d'un voilier mythique. Alors maintenant, on va s'intéresser bien évidemment à ce qui se passe aujourd'hui, surtout à ce départ donné à midi précise, on l'a dit. On va retrouver bien sûr tout ce qui s'est passé ce matin. On le sait, à chaque fois, les départs sont assez émouvants. On rappelle, ils vont partir pendant 8 à 9 mois
tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, surtout sans technologie, comme on peut l'avoir aujourd'hui en 2018. Et vous voyez, c'était assez poignant de voir toutes ces familles attendre le départ de ces navigateurs. On regarde. C'est le premier jour d'une aventure, voilà, tranquille. Et les jours défilent et un jour je reviendrai. C'est pas si long que ça, 8 mois. Ça me rappelle tellement mon premier départ quand j'ai largué les amarres pour faire le tour du monde. C'est idiot. Je suis super contente pour eux. S'éloigner des vicissitudes terriennes pendant longtemps, c'est pas une fuite, mais c'est une chance. C'est même un luxe étonnant. Si avec un peu de chance, on a des radiomoteurs qui peuvent donner un relais, ça sera chouette. Sinon, sinon ça va être long, ça va être très très long. Donc hier soir c'était difficile, ça l'est encore là. Comment ça se lit ce truc-là? Amuse-toi bien, profite bien. Pense à nous, attache-toi, mets ton harnais. On lui dit souvent qu'en prenant soin de lui, il prend soin de nous aussi. Ce n'est qu'un au revoir. On se revoit bientôt. Et les yeux embués dans la plupart des visages de ces familles. Vous avez connu ça, les séparations, 2-3 mois, mais là, 8-9 mois, vous seriez capable de partir maintenant, faire ce voyage? Non, je suis pas prêt pour ce genre d'expérience. Hein. Oui, c'est vraiment une expérience. Hein. Oui, et puis bon, je pense qu'un départ, qu'on parte pour un Vendée, 2, 3, 4 mois, parce qu'on dit 2, 3, 4 mois, mais ça peut être plus long. Comme a fait Yves Parlier à l'époque, en s'arrêtant, réparer, repartir, c'est toujours très long. Le principal, c'est d'essayer de terminer quand même. Et puis non, les départs sont toujours compliqués parce que on part soi-même, mais on laisse quand même du monde à terre. Et souvent, c'est plus compliqué pour les gens à terre parce que, surtout avec moins de communication aujourd'hui, et aucune nouvelle. Hein. On n'a pas de nouvelles, donc c'est un peu tendu pour les familles à terre. Mais comment vous la gériez cette solitude, même si on sait qu'il y a beaucoup de travail à bord du bateau? Oui, comme dit un peu Jean-Luc Van den Hede, il faut se mettre dedans. C'était les propos de Robin Hood Johnson, une fois qu'on est dans sa course ou dans son voyage, parce que là c'est un grand voyage. Il faut s'installer dans une routine. Oui, une petite routine. C'est vrai qu'il y a les repas, le petit-déj, la nuit. Il faut se mettre dedans tranquillement. Et bon, c'est une autre expérience, ça, parce qu'on ne peut pas comparer non plus le Vendée Globe et ce Tour du Monde. Faut se mettre dedans et puis il faut les jours après jour, comme une vie à terre, mais tout seul, quoi. Voilà. Et c'est vrai que on rappelle quand même c'est une drôle d'expérience. Ils n'ont pas le droit d'emmener ni tablette, ni téléphone, enfin tout ce qui fait en fait la modernité des années quasiment 2020, ça c'est interdit. Alors sur les 17 navigateurs, on le sait, il y a une femme, Suzy Goodall, la britannique, la plus jeune d'ailleurs de la flotte, 28 ans. Elle n'a quasiment aucune expérience, elle est monitrice de voile, elle apprend aux jeunes enfants, elle a fait effectivement quelques transatlantiques, mais pas énorme. Elle s'est préparée pendant 2 ans et demi sur le plan mental. C'est ça, c'est là que se joue la clé du succès? Oui, mais je pense que c'est pas... on peut se préparer, mais moi je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu, et il y a des gens qui supportent mieux que d'autres. Je crois que ça vient des gens, c'est pas... travailler cette solitude, ça peut lui... Je sais pas, on verra jusqu'où elle tiendra. Voilà, on la voit d'ailleurs sur l'image. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus faits pour être solitaires que d'autres. Et puis à partir du moment où on s'engage dans une épreuve comme ça, je pense pas qu'on puisse s'engager en se disant qu'au bout de 3 jours, on va craquer mentalement et tout ça. Donc forcément, c'est bien de se préparer, c'est bien de refaire des navigations 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant pour voir si ça nous plaît. Enfin, on ne peut pas partir comme ça pour 8 mois en souffrant. Allez, on va écouter ensemble celui qui a eu l'idée de remettre cette course au goût du jour, Don McIntyre, l'organisateur, le grand patron de cette Golden Globe Race 2018. Tous ces jeunes navigateurs d'aujourd'hui ne doivent pas se rappeler ce qui s'est passé il y a 50 ans avec l'ancienne génération. C'est vraiment une belle opportunité de faire revivre ce moment et de simplement les faire rêver, comme moi quand j'étais jeune.
L'ambiance ici entre les concurrents est vraiment familiale, incomparable avec toutes les courses habituelles. C'est tout un groupe qui est concentré sur une aventure extrême, mais aussi très humaine, très simple à comprendre. L'ambiance est particulière, oui. C'est un défi très relevé. Le plus important pour les navigateurs, c'est d'être présent sur cette course pour de bonnes raisons. On peut toujours trouver des excuses et décider de jeter l'éponge, mais si vous êtes fort mentalement, vous serez à l'arrivée de cette course. Vous devez simplement être un bon skipper, un bon marin. Si vous êtes capable de naviguer un mois, alors vous pouvez le faire pendant 9 mois. Le challenge incroyable, c'est de continuer tous les jours, de garder le cap, de bien s'occuper de son bateau, et le bateau s'occupera bien de vous. Cette édition 2018 célèbre Sir Robin Knox Johnston et son bateau le Swaley. En 2022, ce sera au tour du Joshua et de Bernard Moitessier. À cette occasion, je naviguerai à bord d'une réplique du Joshua. Et au moment où je serai en mer, Jean-Luc Van Eden, lui, sera le directeur de course. On verra effectivement si dans 4 ans, eh bien, ce sera au tour de Jean-Luc Van Eden. Un petit mot, Bertrand, justement sur tout l'aspect sécurité, parce qu'on voit que ces bateaux ils font quoi? Ils font 10-11 mètres hein, pour la plupart. L'aspect sécuritaire, il est important. S'il arrive quelque chose au large, dans le Pacifique, comment ça se passe? Oui, ils ont une balise de détresse hein, qui déclenche en cas de problème. Donc ils sont quand même suivis de l'extérieur. Mais voilà, s'il y a un problème, un dématage, bon, ils se débrouillent pour rentrer au port hein, de toute façon. Mais voilà, le problème, c'est la sécurité, c'est se prendre une bombe dans la figure, c'est de se prendre quelque chose qui pourrait être grave. Donc voilà, après ils déclenchent les balises. Ils déclenchent une balise, le cross se met en route ce qu'il faut, et puis voilà, ils peuvent être récupérés soit par un bateau qui tourne dans la région. Effectivement. S'ils sont pas loin de la côte, un hélicoptère, voilà. Mais Olivier, on va retrouver justement Olivier Rioux qui lui est en mer et qui va nous expliquer aussi en détail l'aspect sécuritaire de cette course. Olivier, est-ce que d'abord les skippers, les marins ont cette appréhension de ce qui peut leur arriver en mer? Alors, j'ai envie de vous dire, certains l'ont, d'autres moins. Il faut dire que les bateaux sur lesquels vont naviguer tous ces skippers, ce sont des bateaux qui ont été fabriqués avant 1988. Ce sont des bateaux qui mesurent entre 9,72 m et 10,92 m. C'est des 32 et des 37 pieds. Ils ont des longs gouvernails. Et vous le disiez, c'est un gros challenge, la sécurité. Mais tous les bateaux ont été pratiquement refaits à neuf. Ils ont des cloisons étanches. Ce sont de véritables coffres-forts. Il y a des balises, vous le disiez avec Bertrand, sur les combinaisons. Il y a des radeaux de survie. Ils ont des GPS, des téléphones Iridium. Tout ça est mis sous scellé, forcément parce qu'ils ne doivent pas l'utiliser. C'est de la navigation à l'ancienne. Et puis, il y a un point aussi au niveau de la sécurité que l'organisation n'a pas lésiné, c'est la route. Ils vont prendre une route la moins dangereuse possible. Ils ne vont pas descendre très loin dans le sud. Ils resteront au-dessus du 44e parallèle pour éviter les glaces et les risques inutiles. Et puis, vous savez, les bateaux à bord, ils ont quand même 3 trackings embarqués, des trackings autonomes. Ce sont des appareils qui permettent à l'organisation de les suivre à n'importe quel moment et à n'importe où ils se trouvent. Par exemple, s'ils voient un bateau qui ne bouge plus ou qui a une route bizarre, ça peut leur donner la puce à l'oreille. Et puis à bord également, au niveau sécurité, il y a 2 téléphones satellites, 3 balises de détresse, un système de gréement de fortune, un système de gouvernail d'urgence, une cloison étanche à l'avant et un cockpit complètement étanche. Donc vous voyez, c'est l'aventure, mais avec des normes de 2018 quand même. Oui, tout de même, on rigole pas avec ça non plus. Bertrand, c'est vrai qu'on parlait de la flotte, des 17 skippers. On vous rappelle ici que nous sommes au Sable d'Olonne en Vendée pour vous parler de ce départ de la Golden Globe Race 2018, 50 ans après la première édition. Et Bertrand, on le disait, cette flotte, justement, où il y a simplement une seule femme, est-ce qu'elle est assez expérimentée? Est-ce qu'elle a assez fait de mer pour pouvoir faire ces 8-9 mois de course? Vous en connaissez quelques-uns, oui, Philippe Péché notamment. Oui, ces gens, ils savent naviguer, ils savent... je pense qu'on le saura petit à petit. Et je pense que voilà, c'est comme les autres navigateurs, ils partent pour faire le tour, et puis il y en a certains qui partent pour faire le tour et en plus pour gagner, forcément, dans un petit coin de la tête. Mais cette femme, j'ai lu un peu voilà, tout ce qu'elle a fait. Elle a déjà fait 2 transats. À partir du moment où elle a fait 2 transats et qu'elle a pris du plaisir à les faire,
je vois pas pourquoi elle n'arriverait pas à faire un tour du monde. Oui, Don McIntyre dit si vous savez naviguer un mois, vous pouvez le faire 8 mois. Oui, c'est une très bonne chose. Et puis voilà, ce qu'elle va rechercher, c'est forcément de boucler son tour, de prendre du plaisir, essayer d'être tous les jours heureux sur son bateau, de bien naviguer, de jouer avec la météo, prendre les jours les uns après les autres. Et puis, et vous savez, dans la journée, on dit voilà, les gens ne sont pas forcément tout le temps dessus. Ils mangent, ils se reposent, ils font de la météo, ils vont bouquiner, ils vont prendre leur temps aussi. Ils vont prendre leur temps. Et puis, je pense que voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et puis, si vous voulez affûter un petit peu, bon, voilà, réglage. Il n'y a pas les modes vent sur les pilotes, le pilote ne suit pas tout le temps. Voilà, il y a pas mal de réglages à faire sur ces bateaux. Hein. Il y en a qui ont affûté un peu leur barre, il y a une barre intérieure pour pouvoir barrer dans le froid. Il y a plein de choses qu'on redécouvre en visitant ces bateaux. C'est tout petit bateau quand même. C'est des bateaux de 12 mètres à peu près en moyenne. Ouais, on disait mais des bateaux 10 et 11, voilà, très lourds quand même, des bateaux lourds hein, qui vont aller au maximum à 7-8 nœuds de vitesse, donc c'est pas très rapide. Non, pas mais voilà, il faut s'y préparer, il faut se dire... non, il y a des formules, voilà, jour après jour, mois après mois, et puis surtout prendre du plaisir. Je pense que les abandons en général sur ces courses-là et sur d'autres, comme le Vendée Globe, c'est bon, il y a de la casse parce que il y a un moment où on n'est pas très bien sur son bateau, donc on fait des bêtises, on casse et on rentre à la maison. Alors, il y a une chose, Bertrand, qui est assez exceptionnelle sur cette course, c'est qu'il y a une variété dans les nationalités. Il y a 13 nationalités différentes. On a un Palestinien, on a des Estoniens, des Britanniques, des Australiens. Et inévitablement, c'est vrai que par rapport au Vendée Globe notamment, il y a beaucoup plus d'internationaux, beaucoup plus d'étrangers. Pourquoi ? Parce que je sais pas, en France, bon, on a quand même Jean-Luc, Philippe, Jean-Luc Vandenette, Philippe Péché, qui est plutôt australien que presque français, mais il a passé 20 ans en Australie. Il y a 4 Français, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'était la possibilité même à des jeunes navigateurs hein, de partir sur ces courses-là, mais voilà, je pense que il n'y a pas encore, dans la jeunesse aujourd'hui en France, forcément, il y avait des possibilités de partir pour peu de budget et de se faire connaître aussi. Mais c'est pas dans les... Pas trop dans les gènes des non, aujourd'hui, Français les jeunes, ils veulent aller peut-être plus vite, Vendée Globe, machin, voilà. Donc c'est bien que cette course-là ait lieu et il y aura sans doute une autre édition dans 4 ans ou plus qui permettront aussi de... Voilà, peut-être que... d'avoir un peu plus de Français dans la course et puis plus de bateaux. Ah, vous le disiez Bertrand, voilà. Il y a 4 Français hein, sur les 17 navigateurs qui prendront le départ, on le rappelle, à midi 00, midi très précise. 4 navigateurs français, Jean-Luc Vandenette, le plus connu, Philippe Péché. Le plus âgé d'ailleurs, Jean-Luc. 73 ans, hein. Ouais, 73 ans, Jean-Luc Vandenette. Toujours aussi solide. Et oui, beau gabarit, donc c'est vrai qu'il est paré pour cette aventure. Philippe Péché, on l'a dit, qui a passé 20 ans en Australie et puis qui est originaire de la Bretagne, tout comme Loïc Lepage, ainsi qu'Antoine Couzeau, vendéen d'adoption. On va justement vous présenter ces 4 Français présents sur la ligne de départ du Golden Globe Race. 4 skippers, 4 personnalités, 4 trajectoires bien distinctes. Honneur aux anciens et au plus grand palmarès de la flotte, Jean-Luc Vandenette, c'est la figure paternelle de la voile en solitaire. 5 tours du monde, dont 4 terminés sur un podium. À 73 ans, le Vendéen d'adoption n'a plus rien à prouver, quoique. Je sais ce que je vais trouver. J'ai pas peur, j'ai de l'anxiété, quoi. J'ai une certaine... C'est pas de la peur, je pense pas. La peur, c'est quand on domine plus le sujet, quoi. J'aurais peut-être peur. Malgré ses 62 printemps, le Vantais Loïc Lepage est loin d'avoir l'expérience de VDH. Il a certes souvent navigué en amateur, parcourant plus de 20 000 milles en solitaire, mais sa passion de la mer et son appétence pour les aventures de Moitessier l'ont poussé à réaliser son rêve. Je ne me tracasse pas trop de ce côté-là, je me dis toujours que entre 1 mois et 8 mois de navigation, on se dit toujours que tant que le bateau n'a pas trop de soucis matériels auxquels à un moment donné on a du mal à faire face, je pense que le marin le suit et puis voilà, c'est tout. Si son nom ne s'est jamais étalé à la une des médias, c'est qu'il a souvent joué un rôle d'équipier. Philippe Péché a parcouru plus de 300 000 milles sur des monocoques ou des multicoques géants, remportant 2 fois le trophée Jules Verne, aux côtés d'un certain Bruno Perron.
Apprendre à renaviguer, à naviguer au sextant, les étoiles, lire le ciel, tout ça, ça m'a tout de suite plu. C'est vraiment l'éloge de la lenteur. Il va falloir prendre, entre guillemets, son mal en patience. Il va falloir que j'apprenne à bien gérer mon quotidien. Bon, mais c'est quelque chose qui me plaît. Dernier engagé tricolore, Antoine Couzeau, domicilié à Noirmoutier en Vendée. À 47 ans, il a déjà navigué l'équivalent de 3 tours du monde et traversé 15 fois les océans. La Golden Globe Race, un rêve à son image. C'est vraiment beau, en fait, d'oser dans sa vie, d'aller au bout d'un rêve. Il y a des gens qui m'ont dit, quand même, il y a des rêves qui pourraient rester des rêves, parce que vous partez 250 jours, vous laissez femme et enfants. Mais il y a toujours un prix à payer pour aller au bout de ses rêves. Il y a toujours un prix à payer pour aller au bout de ses rêves. D'ailleurs, on voyait les larmes de la famille d'Antoine Couzeau. On va aller rejoindre tout de suite Olivier Rioux en mer. Olivier, vous avez rencontré quelques skippers. Comment ils vont s'occuper alors pendant ces 8-9 mois? Vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Oui, en fait, il faut savoir que c'est vrai que pour nous, 9 mois, ça peut paraître très long, mais la notion de temps en mer, elle est complètement différente. Et vous savez, on est dans un espace restreint, on n'est pas comme à la maison ou au boulot, il y a plein de choses à faire. Là, il va falloir qu'ils s'occupent essentiellement de leur vie à bord, de leur bateau. Et là, il va falloir faire le point au sextant, car il n'y a pas de GPS, vous le disiez tout à l'heure. Il faut prévoir sa route, répondre aux sollicitations de l'organisation, au moins une fois par jour, vérifier chaque centimètre de son bateau, c'est-à-dire regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de craquement, s'il n'y a pas de fêlure, etc. Réparer quand il y aura de la casse, anticiper l'éventuelle casse qu'il peut y avoir en fonction de la météo qu'ils vont rencontrer, remplir son livre de bord, dormir un peu par tranche. Je vous ai listé quelques petites notions, comme ça j'en parlais d'ailleurs hier avec Jean-Luc Vananed. Lui veut écrire un bouquin pendant la traversée. Lors de ses précédentes éditions, de ses différentes courses, il avait écrit après les avoir faites. Là, il veut les faire pendant. Et puis, pour la plus grande partie, comme Loïc Lepage, avec qui j'en discutais, ça va être un grand moment de réflexion, d'introspection. Ils vont vivre comme dans une bulle, à bord de leur bateau, loin du monde pendant 9 mois, mais ils vont pouvoir s'occuper vraiment. Oui, ils vont avoir le temps de s'occuper, ça c'est une évidence. On va refaire le point après avec vous, Olivier Rioux. Ce sera sur le départ prévu à 12h00. Ce ne sera pas comme pour le Vendée Globe ou comme d'autres courses avec une ligne fictive. Pour le départ, ce sera une canonnade. Vous avez déjà vécu ça? Non. Les canonnades, j'en ai vécu, mais à l'île de Wight, les départs sont donnés au coup de canon. Mais là, c'est une ouverture, voilà. Comme les bateaux ne vont pas très vite, ils sont bien chargés, ils ne vont pas aller vite. Il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Donc on aura le temps de les voir partir tranquillement. Et ça va être sympa, ça va être un beau départ. Dans le sillage, on imagine, de Josua, de Joshua et des autres bateaux de l'époque. De l'époque, ouais. Non, ça va être un beau départ. Il y aura beaucoup d'émotions, coup de canon. Voilà, et puis on voit les bateaux qui vont partir doucement. C'est pas comme les bateaux d'aujourd'hui qui partent à 12-15 nœuds et en une heure ou deux, ils disparaissent à l'horizon. Là, on va avoir le temps de les voir partir avec le soleil qui va descendre en même temps. Ça va être une belle image, je crois. Alors un petit point météo, parce que c'est vrai qu'ici le soleil est énorme, mais au niveau de la mer, est-ce qu'il va y avoir un petit peu de vent? Comment ça va se passer? Vous avez regardé un peu? Vous avez sondé? Oui, je regarde au niveau local, il y a un petit peu de vent thermique. S'ils arrivent à bouger, je crois que le vent va se lever tout doucement dans l'après-midi. Donc voilà, de toute façon il faut faire avec. Il y a peu de vent, donc ça permet aussi aux spectateurs de s'approcher des bateaux. Voilà, ils sont disponibles. Les skippers sont disponibles jusqu'au départ. Bertrand De Broc, est-ce que c'est important dans cette course-là qu'est le Golden Globe Race, je vais y arriver, d'être premier dans les premières heures de course pour le départ? De toute façon, sur une course, oui, pour ceux qui prennent ça vraiment comme une épreuve, une course, le premier qui va passer le Cap Finistère avec des vents, là, je vais regarder la météo dans 3-4 jours, il y aura des vents portants, forcément ça va creuser, et ceux qui sont devant, forcément s'ils sont devant, c'est qu'ils sont un petit peu plus entraînés ou meilleurs que les autres, donc il y aura énormément d'écart de toute façon. Je pense que quand le premier passera la ligne, le groupe, il y en aura surtout tout de l'Atlantique jusqu'en Nouvelle-Zélande, je pense. Oui, ça va être très étalé.
Très très étalé, on voit des superbes images aériennes de la baie des Sables d'Olonne avec ces 17 navigateurs qui vont prendre le départ à midi précise de cette Golden Globe Race 2018. Je dis 17 parce qu'il y a un concurrent, un 18e concurrent qui s'apprête à prendre le départ, c'est l'Italien Capelletti. Il ne va pas franchir la ligne en même temps que les autres, il a 6 jours. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Oui, c'est un peu comme ils ont pris ça un peu sur le règlement du Vendée Globe, c'est-à-dire que vous avez 8 jours pour passer la ligne de départ. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à bord de son bateau? Il a toujours pas fait ses qualifications. Ah, toujours pas? Non, donc il y a 3 jours de navigation, il va partir 3 jours, il va revenir, puis là il va prendre le départ de la course. Ouais, donc il aura un petit peu de retard, mais il suffit qu'il parte d'ici dans une semaine avec 25 nœuds au portant, il peut reprendre un petit peu sur ses concurrents, quoi. Donc voilà. Une semaine, c'est pas grand-chose sur 9 mois de navigation. Non, sur 8 à 9 mois de mer, c'est vrai que ça vous était arrivé d'ailleurs. Ça m'est arrivé une fois, oui, en 2012, de me faire percuter par un bateau, de rentrer et de repartir après les autres. Et 12 heures après 12 heures après, mais je suis arrivé au Cap Finistère cette fois-là et j'ai pris le vent dans le nez, donc j'ai perdu, en réalité j'avais perdu 2-3 jours. Mais voilà, donc j'ai couru derrière les autres. Donc, derrière le temps. Voilà, il faut prendre le temps après. Est-ce qu'on va retrouver peut-être Olivier Rioux en mer pour qu'il nous donne un petit peu l'ambiance entre les différents bateaux sur l'eau? Est-ce qu'on attend avec impatience, j'imagine, le coup de canon pour ce départ de la Golden Globe Race? Écoutez, on est au milieu de la flotte, tout le monde, les navigateurs se saluent avant le départ, c'est très amical. On a notamment vu une belle image tout à l'heure, c'est Van Anen qui saluait bien bas Sir Robin Knox-Johnson sur son Shuali. Les 2 bateaux se sont mis bas à bord et les 2 hommes se sont salués respectivement. Peut-être que Jean-Luc Van Anen va succéder à Sir Robin Knox-Johnson. Là, les bateaux se mettent en place. On s'approche tout doucement de la ligne de départ qui va avoir lieu dans quelques minutes, dans 15 minutes à peu près. Et puis on va voir quelle route les navigateurs vont décider de prendre. Soit ils vont tirer un bord vers l'ouest, vers le large, pour chercher du vent, ou alors prendre l'option sud, descendre directement vers les îles de Ré et d'Oléron, en mettant le spi, j'imagine. On va voir ça tout à l'heure. Merci Olivier, on reviendra évidemment vous voir pour suivre ce départ à midi, donc précise d'un coup de canon pour ces 17 navigateurs qui vont partir, on vous le rappelle, pour ce tour du monde d'environ 8 à 9 mois, sans escale, sans assistance, en solitaire et sur des petits bateaux de 10 à 11 mètres, on vous le rappelle. Alors, il y avait un petit peu moins de monde ce matin que pour un départ de Vendée Globe, mais il y avait quand même pas mal de gens évidemment à regarder ces voiliers partir au loin, au large. C'est vrai que c'est une tradition ici, les Sables d'Olonne sont habitués à ce genre de type de course. Oui, et puis il y a un magnifique chenal pour ça, on a l'impression que ça a été construit pour ça ici. Donc c'est vrai que c'est magnifique de voir les gens, voilà, un petit signe. Voilà, ils partent un petit peu avec le skipper, donc c'est chouette quoi, de voir que les Sables arrivent à bien communiquer aussi sur la voile. Et voilà, ça fait du bien à tout le monde. Même si il y a moins de monde qu'au Vendée Globe, il y a moins de bateaux, il y a un petit peu moins d'engouement aussi, mais voilà, c'est un projet différent, c'est une course différente. Donc, mais ça attire moi j'ai toujours trouvé autant qu'hier les sur les pontons, c'était vraiment c'était émouvant et on a vu Catherine Chabot dans le petit reportage qui a presque versé une petite larme. Elle a versé des larmes d'ailleurs. Ouais, non, voilà, on part, quand on voit les skippers, on part quand même un petit peu avec eux. Et je pense que les gens des Sables et beaucoup de navigateurs français vont avoir une pensée énorme pour tous ces gens qui partent quand même pour 9 mois en mer. Mais les Sables d'Olonne, c'est vraiment devenu une place forte mondiale de la voile ou Ça fait partie des villes, des grandes villes sportives. Je crois qu'ils ont eu un prix il y a quelques jours d'ailleurs, grâce au Vendée Globe, parce qu'ils ont réussi à faire connaître cette ville, pas qu'avec la voile, mais bon, ça a contribué quand même énormément. Oui, à l'image de la ville. Et à l'image de la ville. Et puis voilà, ce Vendée Globe, ça a été quand même quelque chose d'énorme, surtout le premier. Moi, je suis venu voir les coureurs partir, et puis ça a évolué. Maintenant, il ne faut pas que ça évolue trop vite non plus. On aimerait bien que... C'est pour ça qu'il y a un petit retour là en arrière qui fait un petit peu ça fait du bien. Un petit peu de bien. On parlait des pontons, on parlait du chenal, on parlait de tous ces gens habitués à voir les départs de course à la voile ici au Sables d'Olonne. Regardez ce reportage sur l'ambiance qu'il y avait avec le respect des spectateurs pour tous ces navigateurs.
Je regarde les fous qui s'en vont. Vous êtes venus en famille? Oui, on est avec notre petit-fils, oui. À chaque fois qu'il y a un Vendée Globe, j'y vais. Parce que mes grands-parents, ils m'emmènent tout le temps. Et là, la course, elle est différente? Oui, parce que là, ils partent sans électronique. Et enfin, moi, sans électronique, ce serait pas possible. Il y a quand même une bonne ambiance, mais il y a beaucoup moins de monde quand même qu'au Vendée Globe. Les hommes qui vont courir et la femme qui va courir, c'est exceptionnel. Si les gens fuient un peu la zone parce que c'est très bruyant, mais sinon c'est génial. C'est bon enfant, regardez les gens, ils sont tous sourires. Et difficile de ne pas comparer, même parmi les spectateurs, le Vendée Globe à cette Golden Globe Race. C'est vrai qu'on en reparlait, ça fait un petit peu débat. Est-ce que ça va pas un peu trop vite aujourd'hui, le Vendée Globe? Est-ce que c'est pas trop d'électronique? Bon, l'électronique, depuis des années, maintenant, on a beaucoup d'électronique sur les bateaux, mais c'est le coût des bateaux, la performance coûte cher aujourd'hui. On peut pas. Aujourd'hui, un projet de Vendée Globe, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, combien environ pour gagner un Vendée Globe, il faut 10 millions d'euros aujourd'hui sur 3 ans, avec le bateau compris. Hein. Mais voilà, ce sont des budgets. Si les sponsors viennent, c'est que c'est intéressant pour eux aussi. Mais est-ce que le Vendée Globe n'est finalement pas plus une course maintenant d'ingénieurs que d'aventuriers? Oui, il faut avoir la machine la plus performante au départ. Hein. En général, c'est les bateaux neufs qui gagnent. Hein. On l'a vu depuis la première édition, c'est toujours un bateau neuf qui gagne le Vendée Globe. Et voilà, il faut mettre les moyens, il y a des ingénieurs qui bossent beaucoup. On prend le cas de Alex Thompson, de Hugo Boss, qui refait un bateau neuf encore pour essayer d'être le premier Anglais à gagner le Vendée Globe. Mais est-ce qu'on peut retrouver par exemple les vainqueurs du Vendée Globe sur ce type de course? Est-ce qu'il serait prêt à partir? Jean-Luc, il est quand même. Il en a fait. Coup de chapeau quand même, parce qu'il a fait 5 tours du monde déjà, il a fini tous ses Vendée Globe, il a fait le Box Challenge, c'est-à-dire un tour du monde par étape. Voilà, il l'a jamais gagné le Vendée Globe, mais il a quand même fait second. Donc ça peut. Comme disait Alain Gauthier, c'est trop tôt pour lui. Moi, aujourd'hui, non, mais pourquoi pas un jour repartir pour 8 ou 9 mois ou 10 mois de navigation en solitaire, mais il faut être prêt. Il faut être prêt et puis il faut vraiment avoir envie de le faire. C'est important. C'est une aventure qu'on a envie de vivre. C'est comme vivre. escalader l'Everest, escalader ceci, partir sur la Lune. C'est quand même des trucs très très forts de ce tour du monde. Que ce soit le Vendée Globe, mais partir en tour, je me répète encore, mais pour moi c'est tellement des trucs un peu exceptionnels de réussir à faire un tour du monde en solitaire, que ce soit en 3 mois ou en 8 mois. Voilà, c'est encore. Je ne sais pas si c'est plus compliqué en 8 mois, parce que les gens sont préparés pour ça. Je pense qu'ils sont préparés pour ça. J'espère pour eux. Mais voilà, et puis après il faut revenir, quand on repasse la ligne d'arrivée ici, quelques mois après, il faut être heureux, quoi. Je veux dire, voilà, c'était super. C'est l'accomplissement d'un rêve aussi, puis d'une tranche de vie. Hein. Puis quand on passe la ligne ici, on oublie les moments difficiles, parce qu'il y en a beaucoup des moments difficiles sur l'eau. Voilà, il y a des tempêtes, voilà, on casse, on répare, il faut se débrouiller. Les 17 ne seront pas à l'arrivée selon vous? Il va en manquer quelques-uns quand même. J'espère pas, mais on espère que tout le monde va couper la ligne. Mais dans toutes ces tours du monde, je pense qu'il y en a la moitié en général qui, l'expérience du Vendée Globe, c'est qu'il y en a la moitié qui reste sur le carreau, quoi. Donc après, ils peuvent réparer, terminer leur tour du monde. Donc voilà, le Vendée Globe est intransigeant avec ça. Hein. On s'arrête, on est hors course. Donc, et la Golden Globe Race également. Ouais, voilà. Donc il faut essayer de réparer. Il y en a qui l'ont fait. L'histoire d'Yves Parlier, pour moi, ça reste un truc incroyable. De réparer son mât, de remettre son mât de 18 mètres debout, de repartir. C'est ça, c'est aussi ça, les tours du monde sans escale, c'est de la débrouille, il faut débrouiller, il faut être bricoleur, il faut tout réparer, il faut prendre du plaisir en faisant tout ça. Et ça, c'est important. Effectivement, allez, on est un peu moins de 10 minutes du départ de cette Golden Globe Race 2018 avec les 17 bateaux qui sont donc maintenant au large des Sables d'Olonne. On va retrouver Olivier Rioux. J'imagine que là l'attente doit durer quand même un peu longtemps pour les skippers qui vont vouloir partir le plus vite possible.
Oui, là tout le monde s'affaire, tout le monde est prêt. Et vous parliez un instant, juste avant le départ, je vous dis deux mots, si c'était une course vraiment de navigation, une vraie compétition, ou est-ce que c'est une aventure? Il y a des marins compétiteurs, il y a des aventuriers aussi. Regardez, derrière nous, il y a le Sagarmatha, c'est le numéro 13. C'est le bateau de l'Australien Kevin Fairbrother. Il a 50 ans. Lui, on peut dire que c'est un vrai aventurier. Il est pompier à Perth, c'est un ancien soldat du SAS. Il a gravi 3 fois, il a fait 3 fois l'ascension du mont Everest. Et lui, ce qu'il dit de cette course, que c'est une chance unique au cours d'une vie de tester à la fois le mental et le physique jusqu'à leur limite. Et le défi ici, c'est d'être seul sur une si longue période, sans personne pour échanger ni idées, ni pensées quand les choses deviennent difficiles. Ce marin, le nom de son bateau, c'est le Sagarmatha. Ça veut dire le mont Everest en népalais. Ouais, il y a des sacrées tranches de vie pour ces différents navigateurs. On peut vous en citer un autre. C'est Nabil Amra. Il est né aux États-Unis, mais il va battre pavillon palestinien. Alors lui, dans la vie, il est caissier, bureau de change, à Minneapolis, dans le Minnesota. Figurez-vous qu'en 2015, il a quand même navigué avec un ami à travers les Caraïbes et le canal de Panama. Mais ça s'arrête là au niveau de l'expérience, au niveau de la voile. Ça peut paraître complètement dingue. Oui, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir envie déjà. Et dès qu'on a envie et qu'il y ait une petite notion de navigation, il a fait ses qualifications, il a pris du plaisir. Et puis je pense que voilà, il va apprendre. Mais c'est pas risqué. Pendant ces 9 mois de navigation, il va apprendre à naviguer. Et puis il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Et je pense que voilà, il en fait partie. J'ai lu un peu tous ses récits sur lui là, il y a quelques jours. Et je pense que c'est quelqu'un de très solide, moralement, psychologiquement. Donc quelqu'un qui a fait pas mal de choses, donc qui est capable de s'adapter rapidement. Voilà, il mettra peut-être plus de temps que les autres. C'est tout. Simplement, un autre petit exemple avec commandant Tommy Abhilash, indien, qui est avec son bateau là au Sable d'Olonne depuis un petit moment. Lui, il est pilote dans la marine indienne. Alors, il est avec le nom du bateau, c'est Touriya. Lui, il dit on peut aller loin, très loin, avec très peu. Faut avoir une sacrée philosophie quand même pour partir comme ça. Très peu, oui, je sais pas très peu de quoi exactement, mais en tout cas, il faut tout ce qu'il faut à bord. Et très peu, oui, je sais pas. En tout cas, ils ont tous énormément de volonté entre eux. Ils vont se saluer avant le départ. Ils ont énormément d'échanges aussi pour, j'imagine, parler de cette aventure. C'est important, je pense que l'échange, ce qu'on a aussi entre coureurs d'autres courses, on n'est pas à l'abri d'un incident. Et je pense que voilà, le fait de partir ensemble et puis d'avoir des bateaux à peu près de même configuration, voilà, ils vont être un peu éloignés peut-être dans le sud, mais on a toujours besoin d'un concurrent pas trop loin au cas où. Donc voilà, c'est bien d'avoir une bonne solidarité, de compter sur l'autre quand même quelque part. Allez, on vous rappelle que la Golden Globe Race, pour tous ceux qui viendraient nous rejoindre en Normandie, en Bretagne, en Pays de la Loire ou en Poitou-Charentes, eh bien c'est cette fameuse course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistante, surtout sans électronique à l'ancienne, comme en 1968, date de la première édition du Golden Globe Challenge, remporté, on vous le rappelle, alors qu'il y a un petit peu de vent ici sur les Sables d'Olonne, remporté, on vous le rappelle, eh bien par Sir Robin Knox Johnston. C'était donc en 1968. On va retrouver certainement Olivier Rioux qui, lui, doit cuire un petit peu au large, à bord du bateau. En attendant le départ, on l'a dit, d'ici quoi, les 4-5 minutes, Olivier? Ouais, d'ici 4-5 minutes, tout le monde se prépare là. Tout le monde s'approche du bateau de Sir Robin Knox Johnston de Chevalier qui va donner le départ. Les deux bateaux sont côte à côte avec celui de Bernard Motessier, avec Joshua qui a fait le voyage exprès du musée maritime de La Rochelle. Tout le monde se met en place, essaye de prendre la meilleure position parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Allez, s'il y a 4-5 nœuds. Donc comme je disais tout à l'heure, les bateaux vont se positionner au mieux et choisir une route, soit aller vers l'ouest, tirer une ligne vers l'ouest pour chercher plus de vent, soit mettre les spies et descendre dans le sud pour partir sur cette longue route 2018, si on peut dire. Oui, si on peut dire. Bertrand, vous avez connu ces départs justement pour un tour du monde. À quoi on pense là dans les 2-3 minutes qui précèdent? On a une configuration un peu différente parce que Vendée Globe ça part au mois de novembre. Donc, on ne fait pas ce temps-là déjà. On n'est pas, non, on est un peu couvert. Voilà, c'est différent. Il fait plus froid et on s'attend plutôt à avoir des dépressions océaniques. Là, il est magnifique. Il y a des bonnes conditions. Ils sont obligés de les faire partir beaucoup plus tôt parce que sinon le sud serait trop mauvais pour eux.
Donc c'est pour ça la raison pour laquelle ils partent au mois de juillet pour qu'ils attaquent le Grand Sud dans des conditions plus sympas. D'accord, mais dans les têtes, est-ce qu'on pense surtout à bien se placer, au bateau, aux Oui, familles là, qu'on mais laisse? oui, c'est toujours sympa de partir devant. C'est toujours sympa et puis voilà, ça fait du bien et puis de voir. Ils n'ont pas tellement d'éléments de comparaison tous, donc ils vont voir qui est le plus rapide, qui est le moins rapide, et puis essayer de partir devant. Et voilà, c'est pas mal aussi pour le bon régatier de dire tiens mon bateau va pas mal, je vais un peu plus vite, il suffit de 2, 3, 4 dixièmes de nœud, et puis pouvoir se détacher. Mais on a oublié les dernières embrassades, la famille, on est concentré vraiment sur ce qui va se passer à bord du bateau? Ouais, on essaye quand même de jeter un petit œil à notre famille, un petit au revoir. Une fois que le coup de canon est parti, les bateaux viennent un peu plus près. Et après, il faut être dedans, quoi. Voilà. Mais ils auront le temps. Là, ils ont très peu de vent. Et la chance, c'est qu'il y a 4, 5, 6 nœuds de vent, donc ils vont pouvoir quand même démarrer. Et après, oui, on les voit, les bateaux en train de se regrouper d'ailleurs. Au niveau de la flotte, il reste 2 minutes 30 avant le coup de canon, puisqu'on le rappelle, le départ sera donné à midi précise par un coup de canon et non pas par une ligne fictive comme c'est le cas pour le Vendée Globe. Et on le rappelle aussi, les bateaux de 32 à 35 pieds, c'est pas très très grand, donc même si certains font aussi des tours du monde à bord d'un 6 mètres, ça arrive aussi. Oui, il y en a qui traversent la tranquille en planche à voile, il y a tout, mais là ils ont des bateaux un peu coffre-fort. Moi je n'ai pas de crainte au niveau sécurité, au niveau des bateaux. Le seul problème, c'est les dématages après, mais là, les bateaux, comme je disais tout à l'heure, ils vont aller de plus en plus vite parce que les gens vont bien connaître leurs bateaux, ils vont les alléger au fur et à mesure du parcours. Et puis, voilà, pour les premiers, ça sera au mois de février, le 15 février. Et on rappelle que Joshua, le bateau de Bernard Moitessier, qui avait fait la Golden Globe Challenge, en 1968 avec Swally, qui a été le bateau de Sir Robin Knox-Johnson, vont partir devant en ouvrant la voie aux 17 navigateurs. Alors qu'on va pas tarder à donner évidemment le coup de canon. On regarde, on scrute à chaque fois, comme pour les autres courses. On est très attentif au chrono. Ils sont tous un petit peu régatiers, sinon ils ne s'engageraient pas. Voilà, il y en a d'autres. Les premiers, ils sont avec leur monte, hop, dans 1 minute, hop, et puis voilà, ils vont essayer de partir correctement et voilà, d'être dedans rapidement parce que ils ont tous envie de faire quelque chose quand même, de se comparer. Voilà. Alors qu'il va y avoir le départ, visiblement. On entend en anglais. 4, 3, 2, 1 et on rentre dans la dernière minute. Voilà, on rentre dans la dernière minute avant le départ. Voilà, là c'est quasiment fait. Tout le monde. Là, il faut être dans là, ça va parce que quand vous partez sur un Vendée ou sur une course rapide, là, il faut être quand même vigilant. Il ne faut pas voler le départ parce que moi, ça a été mon cas au dernier Vendée Globe. Il a fallu faire demi-tour. Donc, il faut essayer de partir au bon timing. Et puis, une fois que c'est parti. Mais ils sont tous déjà un petit peu partis dans leur tête. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'ils sont tellement préparés pour ces 8-9 mois de mer que je pense pas que ce soit une poignée de secondes qui va faire la différence. Alors que voilà, on m'annonce une petite vingtaine de secondes encore avant le départ officiel donc, de cette Golden Globe Race 2018. On écoute. 3, 2, 1. Allez, c'est parti pour cette nouvelle aventure de la Golden Globe Race 2018. Les 17 bateaux, les 17 navigateurs vont partir donc en direction de ce tour du monde avec ces 33 000 milles. 33 000 milles, puis le premier cap à passer, quand même, qui n'est pas un cap facile, c'est le cap Finistère, quand même, malgré tout, dans le golfe de Gascogne. Puis après, c'est la descente le long du Portugal, les Canaries, le Cap-Vert, l'Équateur, le Poteau Noir et l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis après. Vous connaissez ça par cœur? Je commence à connaître ça. Je dis jamais par cœur, mais parce qu'il y a toujours des coins difficiles. Surtout les bateaux là pour passer le Poteau Noir. C'est une période où normalement il y a un petit peu de vent. Mais ça va être un passage délicat à passer parce que les bateaux vont pas très vite et ça peut être long. Allez, on va retrouver Olivier Rioux justement sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe, Olivier, vous qui êtes au bord, auprès de tous ces navigateurs?
Oui, bah, écoutez, le coup de canon, vous l'avez dit, vient d'être lancé. Bon, c'est un départ de gentleman, hein. C'est pas la route du Rhum ou c'est pas le Golden Globe Race. Tout le monde a mis les bateaux travers au vent. Ils sont tous regroupés dans un mouchoir de poche. On imagine la sensation de ces 17 marins qui vont rester seuls en mer pendant 9 mois, en naviguant à l'ancienne, comme vous le disiez, sans assistance électronique. Ça y est, ils sont là. Je vous laisse vivre ce départ groupé, on va dire. Qui a pris la tête, Olivier? Alors là, c'est le numéro 85 qui prend légèrement la tête. Le numéro 85, c'est le bateau de Philippe Péché, PRB, le local, qui, en compétiteur, on le disait tout à l'heure avec Philippe Péché et Jean-Luc Van Aled, sont vraiment les deux grands favoris de ce Golden Globe Race 2018. Et là, Philippe, tout simplement, est en tête. Il est en tête. Allez, on voit ensemble avec Bertrand De Broc également le parcours de ces 33 000 milles. On le rappelle, départ et arrivée ici au Sable d'Olonne avec, vous le disiez, le passage des 3 caps. Le passage des 3 caps, donc le premier, 4, on pourrait dire, le cap Finistère. Si mais après, il y a le cap de Bonne-Espérance, mais on ne le voit pas en général. On passe très au sud, à peu près à 500 000 à peu près, donc 800 km. Ensuite, il y a le cap Lewin et le cap Dur, après le cap Horn. Le fameux cap Horn. Le cap Horn, voilà, pour eux, dans 6 mois. Dans 6 mois à peu près. Donc, ils ont le temps de voir venir. Voilà, après... et la remontée après... Je pense que quand ils auront passé le cap Horn, après, ça sera un soulagement pour eux, parce que le sud va être long, très long pour eux. Dans le froid, dans les grains, voilà, il y a quand même des conditions difficiles, ça va être difficile pour eux, ça va être long, très très long. Et puis la remontée après, le long du Brésil, ça va être, voilà, ils auront le temps d'apprécier, de préparer l'arrivée et pour certains peut-être de continuer, comme l'avait fait Moitessier à l'époque. Moitessier à l'époque, effectivement. Mais voilà, mais je pense qu'ils seront très heureux de revenir au Sable d'Olonne dans quelques mois. Oui, c'est des sacrées péripéties, on le disait, parce que c'est vrai qu'on a l'impression là d'un départ de plaisancier quasiment. Il fait super beau, et un petit peu de vent, très faible, mais un petit peu quand même. Il y a eu des départs de course, de grandes courses aussi, comme ça, dans le petit temps. Et je crois que c'est bien, les gens ont le temps de les voir, d'apprécier. Les coureurs sont pas sous l'eau tout de suite, donc voilà. Le vent va rentrer ce soir et puis ils vont disparaître avec le soleil. Allez, on vous rappelle, le départ a été donné de cette Golden Globe Race 2018. On va refaire un petit point sportif, un petit point comptable pour savoir qui est en tête avec Olivier Rioux. Oui, Anthony, écoutez, Philippe Péché, je le disais tout à l'heure, est en tête avec une légère... Il est un petit peu en retrait quand même du numéro 11 que l'on peut voir sur ces images. C'est le russe Igor Zaritseski qui n'a pas l'air plus stressé de ça. Il vient de s'allumer une cigarette tranquillement. Il regarde son gréement. Ce sont les deux bateaux en tête. Le numéro 11 du russe Igor Zaritseski, de 67 ans, sur son bateau Esmeralda. Et Philippe Péché, juste en arrière-plan, PRB. Ce sont vraiment les deux bateaux qui se dégagent. Allez, ils ont une centaine de mètres d'avance. Et on va suivre évidemment sur ces belles images le départ donc, qui a été donné, on vous le rappelle, à midi très précise pour ces 17 bateaux qui vont donc faire ce fabuleux tour du monde. Fabuleux, on le disait, parce que c'est 8 à 9 mois de mer pour tous ces gens qui ne sont pas forcément habitués à partir en solitaire, sans escale et sans assistance. Il y en a pas mal qui ont fait des tours du monde, mais soit en équipage, soit avec des escales. Oui, dont Philippe Péché, qui a fait déjà 2 tours du monde avec Bruno Perron et puis je sais pas, un autre bateau pour le trophée Jules Verne. Et voilà, donc le tour du monde, les gens vont apprendre, tout simplement. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils vont découvrir les latitudes difficiles, l'anticyclone de Sainte-Hélène qui faut un grand piège. Donc voilà, il faut faire avec la météo et puis ils vont découvrir aussi la météo sans météo. Effectivement. Allez, on va évidemment basculer sur le numérique dans quelques secondes, chacun dans sa région, sur son France3.fr, en Poitou-Charentes, en Normandie, en Bretagne et en Pays de la Loire, pour continuer à suivre le départ donc, de cette Golden Globe Race 2018.
Allez, ça fait un peu plus de 6 minutes, Bertrand de Broc, que ces 17 navigateurs sont partis pour cette magnifique aventure, on le disait, avec également donc, des skippers habitués à ces tours du monde. On en parlait, on peut développer un petit peu avec Philippe Péché, qui lui a été toujours dans l'ombre. Par exemple, le navigateur français, toujours un équipier modèle, mais jamais un soliste. Oui, comme beaucoup aussi. Voilà, il y a des très bons navigateurs qui restent un peu dans l'ombre parce qu'ils ont choisi plutôt cette voie-là, d'être équipiers, de très bons équipiers. Parce que Philippe Péché, moi je l'ai rencontré lors de ma première transat. Je faisais Plymouth Newport en double avec Marc Guillemot. Et puis lui, il était numéro 1 sur la Coupe de l'Amérique quand même. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience quand même. Qui a une grosse expérience en tant que régatier, numéro 1, barreur. Voilà, il a un bon cursus et puis je pense qu'on le verra quand il sera bien dans le match. Voilà, on le verra sûrement dans les avant-postes, c'est évident. Parce qu'il a déjà ce truc de régate, donc il sait faire avancer un bateau vite. Donc déjà quand vous savez faire avancer un bateau vite, déjà vous prenez du plaisir, il prend du plaisir à le faire avancer. Donc on le verra sûrement. J'aimerais bien le voir bien placé ici à l'arrivée, ça serait une belle chose pour lui. Et puis il a un partenaire Sablé donc, qui l'a aidé. Hier, il m'a dit c'est super pour moi d'avoir un partenaire comme PRB qui l'aide, qui l'aide pour pouvoir aboutir dans ce rêve. Ouais, pour lui, c'était un rêve de pouvoir être au départ. Et puis je l'ai rencontré il y a 6-7 mois en Méditerranée. Il m'a dit j'ai toujours pas de budget. Et il a réussi à prendre le départ. Et voilà, c'est chouette qu'il y ait des entreprises comme ça qui participent aussi à ces épreuves alors qu'ils sont énormément impliqués dans le Vendée Globe. Ouais, effectivement, une belle aventure. On va évidemment aussi rappeler que pour tous ces bateaux là qu'on voit bien, à l'image, ça fait que quelques minutes qu'ils sont partis des Sables d'Olonne. Est-ce que c'est finalement maintenant un soulagement? Ça y est, on a coupé le cordon. Oui, il y a quelques minutes et je crois que le gros soulagement c'est le soir quand le soleil commence à se coucher. Là, ça y est, la journée est finie. On est un peu épuisé quand même de cette grosse journée parce qu'on a quand même la tension du départ, du ponton déjà, quitter sa famille et tout. Regardez Bertrand, on est sur un autre bateau mais qui est parmi la flotte, c'est celui de Loïc Perron. Alors on va raconter un petit peu l'histoire parce qu'on l'a croisé hier soir, il était là. Oui, on l'a croisé. C'est le petit bateau jaune là, c'est le Happy. Voilà, et je lui ai dit qu'on allait être concurrents parce que moi je pars dans la même catégorie que lui sur la route du Rhum. Donc en mois de novembre prochain. En classe Rhum, oui. Et donc on va être concurrents. Donc voilà, on a été concurrents au Vendée Globe en 96 et puis sur pas mal de Figaro. Et puis là, il a un joli petit engin. Ah mais il est au moteur là en plus là. Ouais, il a un sacré projet aussi avec son petit jaune de comme repartir, il dit là. mais en plus je me suis dit tiens, ce serait rigolo aussi que je reparte faire cette route du Rhum avec un sextant et machin. Et que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait en fait, il navigue à l'ancienne. Ouais. Voilà. Pas d'électronique. Comme c'était en fait le bateau de Mike Birch. Ouais, voilà, c'est un petit trimaran qui a un peu révolutionné la course au large, c'est-à-dire que ce trimaran est passé Michel Manezowski dans la dernière ligne droite avant d'arriver à Pointe-à-Pitre, lors de la route du Rhum 78, et puis voilà, c'était un peu la passation entre les trimarans et entre les monocoques et les trimarans. Voilà, donc c'était le petit. Voilà, c'est Loïc qui devait le faire il y a 4 ans et en fait il avait pris la place de Loïc d'Armel Lecléache au dernier moment. Donc il remet ça, donc on va faire une belle route du Rhum aussi sur des bateaux un petit peu de tout le monde. Je dirais que voilà, je ne repars pas en IMOCA, mais je repars sur un bateau que je connais très bien pour avoir navigué 4 ans dessus. Donc on va être dans une catégorie classe Rhum. Voilà, ça va être super et on sort un peu de tous ces gros bateaux, mais voilà, pour reprendre là on voit que les concurrents ont repris du vent quand même. On repris un peu de vent et il commence à se créer déjà un petit peu d'écart rapidement. Peut-être qu'Olivier Rioux peut nous en dire un petit peu plus justement sur ces écarts. Ouais, comme le disait Bertrand, il y a un peu plus de vent du coup. Le régatier, Philippe Péché, c'est vraiment un régatier. Il a pris la tête de la course. Le Russe derrière est complètement... il a 200 mètres derrière. Philippe Péché, PRB, le local de l'étape, prend la tête de ce départ de ce Golden Globe Race. Il y a un peu plus de vent. Le grand génois et la grand voile sont tarqués, on va dire ça comme ça. Les écoutes sont bordées
Et tout le monde prend la même route, en revanche, cap sur l'ouest, cap au large, avant de redescendre dans le golfe de Gascogne. Est-ce qu'il y a, Olivier, déjà des bateaux qui ont un petit peu plus de mal, qui sont bien en retrait déjà? Écoute, non, tout le monde est en groupe. En fait, il y a Philippe Péché devant, elle est à 200 mètres. Et derrière moi, si on peut regarder l'image, tous les bateaux sont vraiment regroupés. Il n'y en a pas qui restent à la traîne. Tous les bateaux sont bien compacts dans un peloton, on va dire, un peloton qui se situe à 200-300 mètres derrière Philippe Péché, suivi par VDH Matmut, que l'on peut apercevoir avec sa voile blanche. Jean-Luc Van Eden, d'ailleurs, merci Olivier, on vous retrouvera bien évidemment dans quelques minutes. Jean-Luc Van Eden qui n'a pas caché son souhait, son désir de remporter cette course. On disait, 73 ans quand même, c'est un sacré défi. C'est le plus âgé, j'ai vu ça hier, c'est le plus âgé de la... Mais bon, il est en forme et puis ça lui plaisait de repartir sur ce Tour du Monde. Après en avoir fait 5 quand même, donc un 6e, à la en vitesse lente là. Mais on le verra aussi, forcément, Jean-Luc il a de l'expérience, il a une grosse expérience du Sud qui va faire beaucoup dans cette course. Et voilà, c'est bien, il en parle bien et c'est quelqu'un de passionné. Voilà, oui, c'était la figure de proue de cette course, de cette Golden Globe Race, c'est vrai pour... Voilà, il représente un peu les Sables d'Olonne aujourd'hui, donc c'est difficile pour lui de ne pas y être, en plus c'est marrant, mais voilà, il avait besoin de ça. Il a annoncé vouloir revenir en février, 7 mois et demi de mer. Ouais. Déjà, donc dans sa tête, déjà le défi. Donc il faut qu'il fasse une belle moyenne, donc il va attaquer. C'est son bateau qu'on voit à l'image d'ailleurs. Jean-Luc Van Eden dans le chenal. C'était une image évidemment qui date d'il y a quelques grosses minutes, puisqu'on vous le rappelle, le départ de cette Golden Globe Race 2018 a été donné à midi précise d'un coup de canon et que les 17 bateaux des 32 à 35 pieds sont partis depuis donc quelques minutes pour aller vivre ce tour du monde entre 8 et 9 mois de mer pour certains, peut-être un peu plus pour d'autres. Ouais, et puis 8-9 mois de mer, c'est beaucoup de préparation, comme je disais, donc c'est pour ça que les bateaux vont pas très vite parce qu'ils sont extrêmement chargés d'avitaillement, de boîtes de conserve, parce que faut des produits qui se gardent dans les cales, ça fait du poids dans les fonds, et puis ils n'ont pas droit aux désalinisateurs, donc voilà, tout ce qui est électrique et tout, donc voilà, il faut ouvrir les boîtes de conserve comme dans le temps, et bon, c'est très bon la conserve. Oui, pendant 8-9 mois, c'est vrai que c'est un peu lourd. Ça va être un peu lourd. On va revivre ensemble, Bertrand, il me semble, si on a bien l'image de recaler, le coup de canon, le coup de départ, un petit plaisir pour revoir ce départ de Golden Globe Race 2018. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Voilà, le coup de canon, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu, pour célébrer donc 50 ans après 1968 et le Golden Globe Challenge, la nouvelle édition de cette Golden Globe Race 2018. Il y aura d'ailleurs une Golden Globe Race 2022, c'est déjà annoncé. Alors on ne sait pas si Jean-Luc Van Eden sera cette fois directeur de course et Don McIntyre sur un bateau, mais en tout cas ça promet quand même d'avoir un petit peu de suivi aussi sur cette course, qui est pas mal, parce qu'attendre 50 ans, c'est un sacré défi. Oui, c'est une réplique de cette épreuve, et puis là, cette fois-là, tout le monde part en même temps, donc le premier sera le vainqueur. Et voilà, non, c'était un beau geste, et de recaler un peu les choses, voilà, tout simplement. Il fallait le faire, je pense que c'est bien de repartir un petit peu à l'ancienne, de laisser la possibilité à ceux qui veulent découvrir en fait un univers qu'ils ne connaissent pas. Voilà, moi je trouve que c'est extraordinaire de découvrir le sextant, de découvrir la mer tout simplement, voilà, de faire une course autour du monde en dehors des grandes courses maintenant comme le Vendée Globe, le Bob Challenge ou la Volvo, ou des courses. Voilà, c'est tout simplement super de pouvoir s'inscrire dans une épreuve comme ça, seul autour du monde. Effectivement, on voit Bertrand les superbes images aériennes de la flotte, entourée de évidemment tous les bateaux accompagnateurs, parce qu'on est encore pas très loin des Sables d'Olonne, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde, un peu moins que pour le Vendée Globe. On le voit bien, mais c'est quand même toujours super sympa. Et les navigateurs ont l'air vraiment assez décontractés sur leur bateau. On ne sentait pas un gros stress. Olivier nous le disait d'ailleurs, certains fumaient, d'autres regardaient un petit peu à gauche, à droite. Ouais, mais je crois que c'est... Voilà.
Mais il faut quand même être dans la course parce que dans les petits temps, là, le vent va forcément revenir devant. Donc il faut faire bien marcher son bateau, prendre le plaisir. Et puis voilà, il y en a qui se reposent déjà, qui sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils sont pilote automatique et puis voilà. En avant. Le bateau trace sa route et voilà, les bateaux vont pas très très vite. Ils vont à 3-4 nœuds, je pense, 3 nœuds et donc ils vont quand même au bout de 3-4 heures disparaître à l'horizon quand même. Voilà. On ne pourra plus les voir ici avant le mois de février, on ne les verra pas. Du chenal des Sables d'Olonne. Olivier Rioux, vous, on vous aperçoit encore, j'espère, hein, parce qu'il va falloir un petit peu nous raconter ce que vous voyez autour de vous. Écoutez, on est bord à bord avec Jean-Luc Vananed. Regardez, il est tranquille, main sur la barre. Et il est en deuxième position. Philippe Péché, lui, est très très loin devant, à 300 mètres, on va dire. Vraiment, c'est Jean-Luc Vananed qui est en deuxième position. Tous font un cap sud-ouest, sud-sud-ouest même. Ils filent à 4 nœuds et demi. Tadrekar tranquille. Et derrière, eh bien, la flotte reste compacte. Il y a vraiment 2 bateaux qui se détachent. Hein. C'est forcément Philippe Péché devant et Jean-Luc Vananed, deuxième, là, qui suit tranquillement. Il reste à l'affût de Philippe Péché, on va dire. Allez, les Français, Olivier, qui ont pris le meilleur départ. Ça fait sourire Bertrand. C'est vrai qu'on rappelle quand même qu'il y a 8-9 mois de mer. Donc pour l'instant, c'est le premier quart d'heure. Oui, il y en a d'autres qui ont l'expérience, mais ils sont un peu chez eux. Donc voilà, il faut montrer que... faut montrer le maillot. Faut montrer le maillot et de la Vendée. Honneur à la Vendée. Voilà, honneur à la Vendée, effectivement, pour les deux navigateurs. On vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien qu'on a assisté au départ à midi précise de cette Golden Globe Race 2018 avec, eh bien, sur la flotte 17 bateaux. Allez, on va dire entre 10 et 11 mètres de long, hein, pour la plupart. 9,72 nous disait Olivier Rioux tout à l'heure à 10,89. Avec évidemment aucune assistance, sans escale, en solitaire, sans aucune technologie à bord, ou très peu en tout cas. Il faudra l'utiliser si jamais il y a un souci. Oui, et puis hier j'ai passé un petit peu de temps justement avec Philippe Péché qui il préparait il y avait quelqu'un qui préparait ses caisses à outils, savoir s'il faut amener ceci, cela, des sergents en plus et tout. Donc il faut un peu limiter tout ça parce que après, faut être un peu MacGyver quand même. Hein. On répare avec quelque chose qui est à bord, parce que sinon il faut ramener une armada d'outils, de perceuses, de machin. Donc on essaie de trouver le meilleur compromis pour pouvoir se sortir de tout ça, parce qu'il y a quand même des pièces assez techniques malgré tout sur ces bateaux, c'est les régulateurs d'allure. C'est-à-dire les pilotes qui marchent avec le vent. C'est-à-dire que voilà, il y a une pelle dans l'eau et puis vous réglez la pelle en haut dans le vent, et puis après il y a 2 bouts qui prennent sur la barre, et tout ça se fait avec le vent. Ouais, donc moi ça fait longtemps, j'en parle, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. J'ai fait ma première transat avec il y a quelques années, mais là c'est le seul pilote qu'ils ont, donc c'est quand même des pièces assez techniques. Il va falloir les ménager quand même. Dans le gros vent, quand même, c'est un truc qui traîne dans l'eau. De temps en temps, il faudra peut-être le soulever pour éviter de casser justement le pilote, parce que plus de pilote veut dire c'est beaucoup de temps à la barre après, donc affaler les voiles quand il n'y a plus de pilote, reposer, de la fatigue, beaucoup de fatigue. Donc voilà, c'est des pièces quand même qu'il faut ménager, et puis il faut avoir l'œil tout le temps sur tout le bateau, le gréement. Il va falloir monter de temps en temps dans le mât pour vérifier, comme on fait aussi dans d'autres courses. Et puis voilà, de faire un peu comme à la maison, hein, de l'entretien courant. Entretien courant. Vous parliez de fatigue. On sait que le sommeil, notamment sur des courses comme le Vendée Globe, chaque navigateur dort par tranche de 15-20 minutes parfois. C'est comment la gestion du sommeil pour quand on part comme ça? C'est la même? Bon, je pense que ça va être un peu la même chose, surtout dans les premiers jours de course, parce que je pense que les bons compétiteurs de cette course vont essayer de passer le Cap Finistère le plus vite possible pour crocher le vent, disons, et pour pouvoir faire déjà un gros écart avec les concurrents derrière. Donc ils vont être sur la barre, ils vont être assez vigilants parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc il faut prendre les petites risées, essayer de se faufiler avec le vent.
Et donc là, le sommeil, il faut bien gérer son sommeil. Il faut faire, de toute façon, tout le monde dort un peu quand même. Ils ont un pilote aérien, donc s'il y a très peu de vent, on est mieux à la barre que sous pilote, parce que le pilote, il fait des trop gros écarts. Donc ils mettront juste le pilote pour aller dormir, et puis après, ils rentreront quand chaque bateau aura trouvé un peu sa position dans la course. Voilà, et le bruit est identique aussi au bateau du Vendée Globe, c'est-à-dire que ça craque beaucoup. Je pense que ces bateaux-là craquent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de bruit, ils n'ont pas les vibrations des quilles à 20 nœuds de vitesse, donc tout ça, non, les bateaux sont beaucoup plus calmes, reposants, ils vont se poser, bouquiner un peu, ils vont se détendre. Mais je crois que c'est une autre course, c'est une course de patience aussi, beaucoup. Donc après on peut passer tout son temps aussi à régler le bateau, comme vont le faire quelques concurrents un peu affûtés. Ils vont passer énormément de temps à régler pour aller toujours le plus vite possible, parce que vous faites des calculs de 1 dixième de nœud tous les jours, plus vite que l'autre. À la fin, ça fait vite des traversées de l'Atlantique. Effectivement. Et vous avez pas de problème pour vous endormir, pas de technique particulière? Non, mais je sais que j'ai besoin, comme beaucoup, de 5 heures par 24 heures en mer. On essaye de dormir sur ces courses-là 4 heures, 5 heures par 24 heures. Donc c'est suivant. Après, c'est suivant l'état de la mer. On a quand même des pilotes, nous, qui marchent avec des ordinateurs qui sont très très évolués aujourd'hui, avec des complètement compas, différents de cette course-là. Donc justement, on marche à 2-3 degrés près dans ce temps-là. Donc on peut dormir. Oui, mais alors eux qui n'ont pas tout ça sur ces bateaux-là, pour cette course, cette Golden Globe Race, c'est-à-dire que le bateau zigzague plus. Voilà, donc il fait plus de route. Nous, on arrive à faire des routes qui sont très droites, même avec des modes vent, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'orientation du vent. Là, eux, c'est le seul moyen, mais avec des embardées beaucoup plus importantes. Donc, quand vous pouvez barrer, en général, vous allez plus vite. Donc, c'est pour ça que, par exemple, Philippe Péché, lui, il a mis une barre intérieure pour pouvoir barrer à l'intérieur du bateau quand il va atteindre le froid, les 40e, les 50e, pour pouvoir barrer à l'intérieur et barrer. Pas avoir de problème thermique. La musique, la barre. Je crois qu'ils ont droit à la musique quand même. Ils ont droit à la musique, mais à l'ancienne, les Walkman. C'est l'ancienne génération, il n'y a pas de MP4. Olivier Rioux, je crois, doit être tout près du bateau d'un autre Français. C'est Antoine Couzeau, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Le numéro 1 des 4 Français, Antoine Couzeau. Là, on est vraiment dans le peloton à l'arrière de la course. On doit être en 6 ou 7e position. Il a 47 ans, il est basé à Noirmoutier. Il est très concentré. Alors lui, il fait signe, vous voyez, que les bateaux accompagnateurs, visiteurs qui le regardent ne fassent pas trop de clapots pour pas freiner son bateau, parce que, comme je vous le disais, il y a 2 types de concurrents ici. Il y a les compétiteurs, il y a les aventuriers. Les Français sont plus dans la première catégorie. Et puis tout à l'heure, Bertrand le disait, avec ce départ en juillet, les voiliers là, vont arriver dans les 40e en septembre. Ils vont avoir du vent, il faudra subir les éléments, privilégier la route directe et ménager le matériel, et on les voit dès le départ, ils sont tous très concentrés. Oui, on les voit très près d'ailleurs, Antoine Couzeau qui a mis le chapeau, il voulait se protéger directement. On a envie aussi de partir quand même, on n'a pas envie de rester scotché devant juste derrière la ligne de départ, donc c'est important quand même d'être concentré les premières heures pour pouvoir s'éloigner et puis de pas saluer tout le monde, on est un petit peu dans l'esprit un petit peu régate au départ, et puis ce soir ils vont mettre le pilote, ils vont aller se reposer. Je pense qu'ils vont un peu. Et puis là ils ont vraiment envie de régater là en ce moment là, de partir avec le bateau. C'est important ce que je disais tout à l'heure, même si il n'y a pas que des régatiers, mais bon ils veulent passer le Cap Finistère le plus vite possible, se sortir un peu d'un système dépressionnaire qui pourrait arriver. Et puis, en général, quand vous prenez le vent le long du Portugal en premier, souvent vous partez vite et il peut se creuser beaucoup d'espace entre les concurrents. Donc voilà, il faut aller vite au début, et puis je crois qu'ils ont envie de montrer que ils sont à la barre, ils font marcher leur bateau. Puis quand il n'y aura plus ils iront faire une petite banette avec un petit bouquin et tranquille. Ils vont se détendre. On va retrouver Olivier Rioux tout de suite. Il va nous expliquer, Olivier, on voit souvent à l'arrière des bateaux des sortes de petits câbles qui traînent dans l'eau. Ça correspond à quoi? À quoi ça sert exactement, Olivier?
Alors là, ce qu'on voit à l'image, c'est un régulateur d'allure. En fait, Bertrand en parlait tout à l'heure, c'est ce qui remplace le pilote automatique. Vous voyez, il y a une espèce de bout de bois de forme horizontale. Et bien ça, c'est ce qui sert comme une voile. Ça permet de maintenir le gouvernail derrière dans le sens du vent, travers au vent. Et le petit câble qui se met derrière, est-ce que vous me posez la question, là, ils ne l'ont pas encore mis. Mais c'est le lock, on appelle ça le lock. C'est en fait ce qui permet de mesurer la vitesse du bateau, comme il n'y a pas d'électronique à bord. C'est un câble qui met à l'eau avec une petite hélice qui tourne de manière mécanique et qui indique aux navigateurs l'allure de leur bateau, leur vitesse. Voilà. C'est un petit point technique, on va dire. Bah oui, non, mais il en faut un petit peu de technique. Le lock. Ouais, le lock à la traîne, quoi. Donc ça freine un petit peu, hein, mais voilà, ils ont le seul moyen pour calculer la vitesse du bateau. Ouais. Donc c'est vraiment là on a poussé un peu loin, quoi. Hein, on a poussé un peu loin le règlement, mais voilà, après on n'est pas obligé de le laisser traîner. Quand on connaît son bateau, on essaye de le faire marcher le mieux possible et puis on évite surtout aux abords des côtes de traîner ce petit truc là derrière, mais pour faire des estimes après, parce que après ils positionnent au sextant à l'estime, c'est-à-dire que toutes les heures ils mettent la vitesse du bateau pour se pointer, parce qu'ils n'ont pas de GPS, donc il faut essayer de tracer toute la route sur la carte pour passer au bon endroit, pas rater le Cap Finistère, pas aller trop loin, et il faut descendre. Se positionner pour passer les îles Canaries. Donc il faut avoir une petite expérience quand même du sextant pour pouvoir se positionner assez précisément quand même. Allez, on va aller voir une dernière fois Olivier Rioux sur l'eau qui nous donne un petit dernier point classement avant de se quitter. Bah, écoutez, toujours la même chose, hein. Philippe Péché est largement en tête, suivi de VDH. Le Russe Igor Vertlinska est revenu en 3e position. Et là, nous sommes bord à bord avec le 4e français, Loïc Lepage, le breton avec son bateau Lalande. C'est un Nicholson de 32 pieds. Là, on est plutôt en milieu de peloton, voire à l'arrière. Alors lui, on parlait tout à l'heure de compétiteur ou d'aventurier. Loïc Lepage, lui, c'est plutôt un solitaire qui va profiter du moment présent. Il a embarqué 200 bouquins à son bord, une vraie bibliothèque. Il veut profiter du temps passé en mer pour lire, se cultiver et profiter de ces grands espaces et ces étendues d'eau. Et puis une dernière anecdote, Anthony, on parlait du log tout à l'heure, j'en discutais avec VDH, ça les gêne ce log parfois parce que lorsqu'ils mettent leur ligne pour pêcher, il faut qu'ils remontent leur lock à bord pour pas que les deux câbles se mêlent. Du coup, ce lock les empêche. Alors, non seulement ça freine les bateaux, mais ça empêche aussi les navigateurs de pêcher. Voilà. Allez. Merci Olivier Rioux. On va évidemment se quitter dans quelques secondes. On vous rappelle, la Golden Globe Race 2018, vous avez vécu le départ en direct sur notre antenne de France 3, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne et Poitou-Charenton. On suivra l'aventure, les aventures de tous ces 17 navigateurs. Retour prévu à partir du mois de février-mars. On va remercier Bertrand Debroc qui était avec nous pour nous commenter ce départ, et puis remercier également toutes les équipes techniques présentes ici au Sable d'Olonne en Vendée. Très bon vent à tous.